Il y a des mangaka qui sont difficiles à recommander au grand public. Soit parce qu'ils s'écartent trop de ce qu'on peut voir dans des œuvres mainstream, soit parce qu'ils ont un univers unique dans lequel il est pas évident de rentrer, soit parce que la lecture de leur manga n'est pas toujours agréable et amène à des conclusions que les lecteurs ne voulaient pas voir arriver. Et l'un des mangaka qui réunit toutes ces caractéristiques, c'est Shuzo Oshimi. Shuzo Oshimi est un mangaka né dans la préfecture de Gunma en 1981. Dès son plus jeune âge, il souhaitait devenir mangaka. À son adolescence, il a commencé à s'intéresser à des œuvres marginales ayant des thématiques que l'on retrouvera dans la sienne. Il débutera sa carrière en 2001 avec Superfly, un manga dont je n'ai même pas réussi à trouver la première page. Ouais. Il continuera ensuite avec Midnight Paranoia Star, mais son premier manga édité fut Avant-Garde Yumeko, un manga qui raconte l'histoire d'une fille qui est fascinée par les pénis. Haru, sérieusement? Mais je suis sérieux, regarde. Oh. Et avec cette mise en bouche, je vais stopper la liste exhaustive, étant donné que cela ne servirait à rien de mentionner tous ces mangas. Malgré tout, il y en a un autre que je pense important d'évoquer, car ce fut son premier gros succès grâce auquel il a réussi à se faire connaître chez nous. Ce manga est Akunohana, les fleurs du mal, un manga dont de nombreux fans ont longtemps réclamé une édition française jusqu'à ce que Kiyun ne cède début 2017. Et pour le coup, ce manga me pose problème. Étant donné que c'est l'une des œuvres les plus importantes de Shimi, je me dois d'en parler un minimum. Mais même en étoffant mon résumé, je pourrais à peine parler du 10e de ce qui rend ce manga fascinant. Donc je crois que je vais seulement vous recommander cette excellente vidéo de Jiro Semeloku qui aborde très bien le sujet. Sérieusement, allez la voir, c'est excellent, je mettrai le lien dans la description. Du coup, on va pouvoir directement aborder le sujet principal de cette vidéo, l'autre manga qui a permis à Oshimi de faire parler de lui par chez nous. Ce manga dont la lecture des premiers tomes m'a immédiatement donné envie de vous en parler, le manga dont on parle aujourd'hui. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Dans l'intimité de Marie. Dans l'intimité de Marie, ou I'm in Marie, ou Boku wa Marie no Naka, ou Je vous promets ce n'est pas un hentai, est un manga de Shuzo Oshimi compilé en 9 tomes qui a débuté en 2012 dans le magazine Manga Action. Il est également le premier manga d'Oshimi édité en France aux éditions Akata. L'histoire c'est celle d'Isao Komori, un étudiant qui passe sa vie enfermé chez lui. Il ne va plus à l'université, vit au crochet de ses parents qui ne connaissent pas son mode de vie, et occupe ses journées avec toutes sortes d'activités manuelles, telles que les jeux vidéo ou d'autres. Il a néanmoins un plaisir dans la vie. Tous les soirs à la même heure, il se rend dans une supérette où il croise la route de la belle Marie Yoshizaki, et la stalk jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Mais un soir, elle le surprend et lui jette un drôle de regard. C'est à ce moment qu'Isao se réveille dans le corps de Marie. Mais que s'est-il passé? Où est Marie? Des questions auxquelles Isao va chercher des réponses aux côtés de Yori, une fille froide qui porte beaucoup d'affection pour Marie. Et oui, dans l'intimité de Marie, c'est l'histoire déjà vue de l'échange de corps, mais qui se distingue par plusieurs aspects. Je suis sûr que vous êtes déjà tous tombés sur une histoire d'échange de corps. Généralement, la structure est assez classique. Si la chose n'est pas traitée avec humour, il arrive souvent que les échanges se fassent entre deux personnages qui n'arrivent pas à se supporter, et qui vont découvrir petit à petit les problèmes que peut avoir l'autre dans sa vie, ou entre deux personnages qui n'ont rien à voir et qui vont quasiment à chaque fois développer de l'amitié ou de l'amour, mais à chaque fois en apprenant de la vie de l'autre pour être ensuite capable d'affronter leurs propres problèmes. Eh bien on retrouve de cela dans l'intimité de Marie, mais pas totalement. D'une part, il ne s'agit pas vraiment d'un échange de corps, mais aussi d'une disparition. Marie est introuvable. Dans le corps d'origine d'Isao, il y a un Isao Komori, à la différence que celui-ci ne connaît pas Marie et ne semble n'avoir rien à voir avec le fait qu'un autre lui soit apparu en elle. Mais aussi que dans l'intimité de Marie, traite son sujet avec un total premier degré. On parle d'un homme qui se réveille dans le corps d'une lycéenne très jolie. Dans un premier temps, Isao va devoir découvrir le monde féminin. Pour ne pas déranger la vie de Marie, il va devoir apprendre à vivre comme elle. Les petits détails comme se préparer ou se changer dans les vestiaires seront ses premières épreuves, mais plus les jours passeront, plus il devra affronter les problèmes et les impulsions primaires féminins. Tu parles des règles? Entre autres. Cependant, Isao va également découvrir Marie, dont il ne connaissait même pas le prénom avant son changement de corps. Lui, qu'il a toujours vu comme un ange, comme sa seule source de bonheur à l'époque où il l'a stalké, va essayer dans un premier temps de vivre comme elle pour ne pas perturber son quotidien. Mais au fur et à mesure de l'intrigue, il découvrira qu'en réalité, il y a bien plus de liens qui les unissaient l'un à l'autre que ce qu'il pouvait penser, et que Marie a, malgré les apparences, des problèmes qu'on ne pouvait pas imaginer au premier abord. Et l'un des premiers problèmes qu'elle doit affronter au quotidien et qui nous est exposé, c'est... les hommes. Au début du manga, les personnages masculins ne sont pas très bien représentés. Isao dans le corps de Marie se fait souvent mater et voit les changements d'attitude qu'ils peuvent avoir du fait justement que Marie soit une jolie fille. Au-delà de ça, ils sont toujours montrés sous leur plus mauvais aspect ou comme étant une cause de crainte pour les personnages féminins. La principale représentation des hommes dans le manga est celle de pervers aux ambitions dissimulées. Et tu t'es pas senti vexé par ça? Ben quand je vois mon historique, je peux difficilement lui donner tort. Plus sérieusement, on touche à l'un des points qui a été le plus reproché au manga. Représenter un sexe tout entier par une vision aussi cliché et réductrice, ça peut faire grincer des dents.
Mais j'ai l'impression que sur ce point, le manga est en réalité plus subtil qu'il en a l'air. Ce qui me laisse penser ça, c'est le titre lui-même. Dans l'intimité de Marie. Découvrons l'intimité de Marie. Découvrons la vision du monde de Marie. Bien qu'il puisse laisser penser le contraire, Oshimi est capable d'offrir plusieurs pistes de réflexion dans ses mangas, à partir du moment où on se donne la peine de creuser. Et si en effet les personnages masculins nous seront montrés de manière négative pendant une grande partie du manga, il y en a un qui va contrebalancer cette vision. Isao, celui qui se trouve dans le corps de Marie. Si tu tiens à faire véhiculer un message disant que tous les hommes sont des pervers et que ton histoire est celle d'un homme qui se retrouve propulsé dans le corps d'une femme, en toute logique, ce sera celui-là qui agira de la manière la plus dégueulasse possible. Isao se retrouve dans le corps de la fille qu'il aime, il pourrait facilement souiller son corps ou la toucher encore et encore. Pourtant, il fait tout l'inverse. Isao ne veut pas toucher Marie, il ne veut pas qu'on lui fasse de mal, il se refuse même à la voir nue. Pourquoi ? Parce que Marie représente tout ce qu'il aime, elle est sa seule lumière dans ce monde, elle est sa madone, son idéal inaccessible, la flamme de sa vie qu'il tient à protéger au péril de la sienne. J'en reviens alors à ce que je disais sur le point de vue de Marie en vous posant cette question. En quoi Isao est-il meilleur qu'un autre ? De base, Isao, c'est juste un stalker, qui rougissait et qui rougit encore à la simple vue de Marie, et qui n'hésite pas à dire que sa vie se résume à la masturbation. Isao est un personnage détestable, pourtant il arrive à éprouver les sentiments les plus purs et les plus honnêtes à l'égard de Marie. Qu'est-ce qui nous dit que les autres personnages qui en extérieur peuvent sembler aussi appréciables que lui, ne sont pas capables d'éprouver les mêmes genres de sentiments ? Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas le point de vue d'Isao qui découvre les hommes à travers les yeux d'une femme, qui les voit ainsi ? Ce qui est venu à me faire interpréter le manga dans ce sens, c'est le dessin. Grâce à ce genre de case, où l'on devient littéralement Isao dans le corps de Marie, où l'on partage sa vision. Ainsi, dans l'intimité de Marie se rapprocherait pas mal de Onani Master Kurosawa, dont je vous ai déjà parlé, qui influençait lui aussi la vision que les lecteurs pouvaient avoir de chacun des personnages grâce aux pensées de Kurosawa, un garçon froid et cynique. Oui, mais la différence, c'est que dans Onani Master Kurosawa, il y avait de la masturbation, mais il n'y a pas de ça dans l'intimité de Marie. Haru, il n'y en a pas. Bah, pour être tout à fait honnête... Oh. Eh oui, malgré toutes les bonnes ambitions d'Isao, il n'arrivera pas à protéger éternellement la pureté de Marie, car le personnage va souffrir de ce changement de corps. À de nombreuses reprises, il va se remettre en question, quitte à devenir presque fou. Il va douter de qui il est, de qui est Marie, de ses sentiments par rapport à elle, à lui-même et à Yori, l'ami qui l'aidera dans son enquête. Alors qu'il essaiera de bien faire, on l'accusera de causer toujours plus de mal. Il finira par craquer quand il verra tout le faux autour de lui, et il se cherchera de nombreuses manières, notamment par la découverte du corps de Marie. Ça me fait une transition toute trouvée pour parler d'une thématique qu'on retrouve dans plusieurs mangas d'Oshimi, présente également dans l'intimité de Marie. Cette fameuse thématique, c'est celle... du sexe. Non, il n'y a pas de blague, je suis sérieux. Oshimi, dès son plus jeune âge, a été marqué par les questions du sexe, des fantasmes et de l'érotisme. À travers ses mangas, il traite ces sujets sous plusieurs aspects et de manière peu conventionnelle. La découverte de la sexualité et de celle de l'autre, les fantasmes les plus improbables, notamment ceux se rapprochant du masochisme. Mais pour aborder ces thématiques, Oshimi ne va pas instinctivement nous montrer des scènes de sexe, il a une approche bien plus surréaliste qui se joigne à son dessin. L'engouement, la passion et la perversité de la première fois montrés à travers deux personnages qui saccagent tout autour d'eux dans Aku no Hana. Une fusion des corps pour créer un seul être dans lequel chacun peut comprendre l'autre dans un élan de plaisir dans Yutai Nova. Des scènes de rasage où chacun des personnages éprouve à la fois honte, souffrance et libération dans Sweet Poolside. Dans l'intimité de Marie mettra aussi en avant ce genre de scène symbolisant l'acte sexuel, où Isao cédera à ses pulsions et à ce qu'il est en découvrant le corps de Marie. Il sera alors représenté par un dessin inquiétant, froid, où il perdra toujours plus en humanité jusqu'à devenir une chose informe. Et on touche justement à d'autres éléments qu'on retrouve dans plusieurs mangas d'Oshimi. Déjà, l'histoire qui se concentre sur une relation entre un homme et une femme, ou parfois plusieurs femmes, plaçant toujours cette relation au cœur de l'histoire, mais également sa critique de la normalité. Pour Oshimi, la normalité, c'est du faux. Chacun a des pulsions cachées, un côté pervers qu'il s'efforce de camoufler, mais qui le guide dans sa vie. À vouloir paraître bien sous tous les aspects, on finit par s'autodétruire et devenir des êtres vides qui ne sont pas réellement nous. Oshimi abordait déjà farouchement cette thématique dans Aku no Hana, et la met une nouvelle fois en avant dans ce manga. Avant qu'Isao ne se réveille dans son corps, Marie se soumettait à son quotidien, feintait en permanence le bonheur de sa situation qu'Isao tentera de conserver au début du manga. Mais petit à petit, Isao se rendra compte que cette normalité factice est la prison de Marie, une prison que lui ne pourra pas supporter et qu'il finira par briser, ce qui, au final, sera une bonne chose pour Marie. Cependant, ce sera aussi bénéfique pour lui et pour Yori, qui cachaient en permanence ce qu'ils étaient et ce qu'ils ressentaient réellement. Leur relation évoluera alors que les révélations concernant Marie se succéderont.
Je n'en ai pas parlé, mais l'enquête pour découvrir ce qui est arrivé à Marie est fascinante et pleine de rebondissements. Quand bien même il était assez facile de comprendre le fin mot de l'histoire, notamment grâce aux indices qui étaient semés dès les premiers chapitres, la conclusion n'en reste pas moins magistrale. Tiens d'ailleurs, la fin. Tu viens de dire qu'elle était bonne, tu vas pas la critiquer? Ah non, pas du tout, mais elle est l'ultime raison qui m'a fait adorer Dans l'intimité de Marie. Sachez une chose, tout ce que je vous ai dit jusque-là concernant ce manga, c'est ce que j'en avais conclu à la fin de ma première lecture. Mais lors de celle-ci, il y a quelque chose que je n'avais pas pris en compte. À la fin de plusieurs tomes, il y a des postfaces où Oshimi parle de lui au lecteur. Et À la fin du premier tome, il dit quelque chose qui a changé totalement ma vision du manga, quelque chose qui risque de détruire une partie de ce que je vous ai dit avant. Pour ne pas mal réinterpréter, autant réutiliser ces mots. Vous autres lecteurs masculins, vous est-il déjà arrivé de vouloir devenir une femme? Moi? Oui. Mais c'est autre chose que le désir de changer de sexe ou de se travestir, ça n'a rien à voir. Parce que, même avec un corps de femme, si dans la tête on reste un homme, ça ne veut pas dire qu'on se sente femme. Et c'est aussi très différent du désir sexuel. Mais face à la nudité féminine, c'est un regard d'homme que je pose, un regard plein d'attirance, et on s'éloigne de plus en plus de l'idée de se sentir femme. Ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, je voudrais être une femme jusque dans mon cœur. Née femme, élevée comme une fille, ayant grandi en tant que telle, vivant une existence de femme. Pourquoi ? Parce que selon moi, les femmes incarnent la moitié du monde. Or, en tant qu'homme, je ne perçois le monde qu'à travers un regard masculin, je ne pourrai jamais le voir avec des yeux de femme. J'aimerais pénétrer cette autre moitié du monde qui reste hors de ma portée, et qui m'échappera toujours, hélas, car un tel processus est impossible. Mais malgré tout, c'est difficile à expliquer. Enfin bref, c'est en pensant à tout ça que j'ai réalisé ce manga. Pourquoi ce message a-t-il remis en question tout ce que je pouvais penser du manga ? Ben, grâce à celui-ci, j'ai trouvé une nouvelle interprétation à Dans l'intimité de Marie. Selon moi, j'ai l'impression qu'avec ce manga, Oshimi nous parle de lui. Oshimi nous parle à cœur ouvert et n'hésite pas à être honnête en abordant l'un des mal-être qui l'affecte le plus. À partir de là, à chaque fois qu'il s'adressera à nous dans les postfaces, il ne se cachera plus et nous parlera de certains aspects de sa vie pas facilement abordables, en n'hésitant pas à se représenter avec un personnage féminin. Grâce à ce message, j'en suis venu à penser que les personnages de Marie et d'Isao représentent Oshimi. Et que les questionnements intérieurs d'Isao sont la représentation de ses propres troubles. Tout à l'heure, je vous donnais des raisons de croire que le manga ne critiquait pas les hommes, que c'était une façon détournée de montrer que, malgré les apparences, Oshimi pensait qu'il pouvait rester fidèle à des sentiments honorables. Mais avec ce message et en replaçant le manga dans l'œuvre d'Oshimi, j'ai l'impression que c'est bien ce qu'il essaye de dire, que les hommes sont des pervers là où les femmes incarnent la beauté du monde. L'élément qui est venu à me faire penser cela, c'est son traitement de la nudité. Si vous ne lisez que du ecchi, vous devez penser que retirer ses vêtements à un personnage, c'est forcément signe de fanservice. Et je peux pas vous en vouloir car en effet c'est souvent le cas. Mais Oshimi va vous prouver le contraire. Oshimi est un auteur qui aime mettre à nu ses personnages, au sens propre comme au sens figuré. Selon lui, pour qu'un personnage puisse dévoiler ce qu'il est vraiment jusqu'au plus profond de son être, il ne doit plus avoir aucune protection, pas même ses vêtements. Alors on distingue deux types de nudité dans ces mangas, la nudité masculine et la nudité féminine. Dans ce manga et dans la majorité de ses précédents travaux, quand Oshimi met à nu un personnage masculin, c'est pour nous montrer ses aspects les plus laids. Ceux-ci sont souvent gênés de manière exagérée avec des traits couvrant la quasi-intégralité de leur visage. Généralement, ils sont mis à nu par un personnage plus imposant qu'eux qui domine cette nudité, souvent une femme. Ces personnages nous inspirent alors qu'un sentiment de pitié. Les hommes d'Oshimi mis à nu sont pathétiques. Mais pourquoi les représente-t-il ainsi ? La réponse est évidente. Car il est lui-même un homme et connaît les défauts et le pathétisme de son sexe. A contrario, Oshimi aime les femmes, mais pas dans le mauvais sens du terme, il aime vraiment les femmes, je dirais même il les admire. Les femmes d'Oshimi, telles qu'il les idéalise, sont des personnages forts, bien plus fortes que n'importe quel homme, mais surtout bien plus belles. C'est pour ça que quand il met un de ses personnages féminins à nu, il ne nous le montre pas de manière perverse, il le dessine avec toute la beauté et l'élégance avec laquelle il l'imagine. Quand Isao voit le corps nu de Marie pour la première fois, celui-ci nous est montré progressivement, dévoilant petit à petit tous les aspects de sa féminité. À ce moment précis, le cadre, la composition, le découpage, tout est fait pour nous dévoiler sa beauté. Et cela va bien plus loin qu'à travers ses mangas, rien qu'avec les illustrations nues qu'il peut poster sur Twitter. Il nous représente toujours ces femmes avec sobriété et élégance. Quand je vois ces dessins, je me dis pas « It's time to fab », je garde ça pour Fairy Tail. Je vois un personnage féminin représenté à travers sa beauté la plus primaire. Après, n'allez pas penser que l'intégralité de ces personnages féminins sont des êtres parfaits. Oshimi dit lui-même qu'il a souffert par la faute de femme et qu'il a pu découvrir la perversité féminine dans son expérience de vie.
Cette perversité qu'il nous montrera à plusieurs reprises. Alors, revenons-en à la place d'Oshimi au sein de Dans l'intimité de Marie. En relisant le manga, je n'ai pas seulement revu l'histoire que j'avais suivie la première fois, j'ai également vu un auteur qui témoigne des interrogations qui le perturbent, ces interrogations qui sont justement celles d'Isao, et qui va progressivement trouver des réponses à travers l'écriture de son manga. Parce que oui, je vous parlais de la fin qui, à mon sens, représente la réconciliation d'Oshimi avec lui-même. Car à la fin, lors de la résolution, Oshimi ira représenter 3 de ses personnages intégralement nus. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous devez avoir compris pourquoi. Ce qui m'a alors marqué dans cette scène, c'est justement la représentation de la nudité. À ce moment, pour ne pas trop vous spoiler, il y a au moins un personnage masculin et au moins un personnage féminin. Et Oshimi montrera alors la nudité masculine de la même façon qu'il a toujours représenté la nudité féminine. Ah oui. T'as pas compris? Pas du tout. Oshimi nous a dit au premier tome de sa série qu'il était tiraillé entre l'homme qu'il était, homme qu'il a toujours représenté de manière négative, et la femme qu'il aurait voulu être, femme qu'il a toujours montrée de la manière la plus belle. Les personnages présents seront ceux qui incarnent les troubles d'Oshimi, et ceux-ci vont alors se réconcilier et trouver une finalité à qui ils sont vraiment. Oshimi se réconcilie avec l'homme qu'il est, tout en trouvant l'équilibre avec la femme qu'il souhaitait être. Il l'avouera lui-même à la fin du manga. Pour reprendre ses mots, dans la postface du tome 1, j'ai déclaré vouloir devenir une femme, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Car réaliser ce manga m'a permis de trouver la femme qui sommeillait en moi. J'ai découvert un homme en femme, la beauté dans la laideur, la réalité dans l'illusion. J'espère que ce manga aidera à estomper les barrières. Et vous savez quoi? Cette réconciliation se ressent dans son travail. Je vous parlais tout à l'heure des nus qu'il postait sur Twitter, et bien depuis, il a également posté des nus de personnages masculins, où ceux-ci sont encore une fois montrés avec la même élégance et la même sobriété que ceux des personnages féminins. Également dans ses mangas, depuis Dans l'intimité de Marie, Oshimi a travaillé sur 2 mangas, Happiness et Shin no Wadachi. Pour ce qui est d'Happiness, je ne l'ai pas encore lu étant donné que j'attends son édition chez nous, mais pour ce qui est de Shin no Wadachi, on voit qu'Oshimi a abandonné sa représentation pathétique des hommes et s'ouvre à de nouvelles thématiques qui restent néanmoins dans la continuité de son œuvre. Et cette fameuse réconciliation n'est pas résumée qu'avec le fond, mais également avec la forme. Je n'ai quasiment pas parlé du dessin, avec des plans tous plus iconiques les uns que les autres, et une narration très visuelle avec un minimum de texte. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la bande dessinée, au sens large du terme, est un art visuel, où un dessin peut valoir bien plus que 100 lignes de texte. Donc non, le fait que le manga se lise rapidement n'est pas un défaut, car le dessin a toujours un sens. Bref, le dessin joue également dans l'honnêteté que peut dégager Oshimi dans ce manga. Au début, la technique, et je dis bien la technique, pas le style, est assez académique, mais sur la fin, il y a quelque chose qui se remarque. Oshimi n'utilise quasiment plus de trames, il dessine presque tout à la plume. Si vous ne le savez pas, les trames aident à ajouter des impressions de couleur, de la texture ou tout autre effet à des planches, mais elles ne sont pas directement dessinées. En soi, les trames sont un peu des artifices qu'Oshimi n'a plus envie d'utiliser à la fin de son manga. Il dessine presque tout à la main pour que les dernières scènes soient représentées de toute sa sincérité, quitte à laisser des blancs. Et je dirais même que ça va encore plus loin, vu que les dernières planches du manga ne sont plus faites à la plume, mais à la peinture. Avec une Marie qui, comme Oshimi, regarde une dernière fois derrière elle, avant d'aller de l'avant. Et ouais, le message d'un manga peut être renforcé par des détails aussi insignifiants que ça. Avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous devez commencer à comprendre pourquoi j'aime autant Oshimi. À mon sens, Oshimi n'est pas un simple mangaka, c'est un véritable auteur. Un auteur avec un univers et des thématiques qui lui sont chères et personnelles. Un auteur qui n'hésite pas à glisser une partie de lui dans ses mangas. Un auteur bien loin d'être aussi prétentieux ou aussi intelligent et subversif que ce que certains peuvent penser. Un auteur honnête qui ne se soumet pas à ce qu'on pourrait vouloir de lui. Un auteur qui n'hésite pas à faire passer des messages auxquels vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais qu'il essaye de nous transmettre de manière unique. Et Dans l'intimité de Marie est un manga qui représente très bien tout cela. Bien plus qu'un excellent manga, Dans l'intimité de Marie est un passage dans la vie d'Oshimi qui prend tout son sens une fois replacé dans son œuvre. Oshimi ira lui-même dire que Marie est pour lui le manga de la transition, que ce qu'il a fait avant et ce qu'il fera après n'auront rien à voir. Néanmoins, ces mangas restent très marginaux. Je sais que ce sera difficile pour certains d'entrer dans ce monde, notamment quand dans ces mangas on peut lire des punchlines telles que « Jusqu'ici, ma vie n'a été qu'une succession de branlettes ». Pour rester honnête jusqu'au bout, sachez que je pourrais difficilement dire que je trouve tous ces mangas bons ou sans défaut. Il y en a quelques-uns que je trouve pas assez subtils, d'autres trop rushés, d'autres où il en fait trop ou j'ai pas compris. Comment t'es venu à dessiner ça n'a rien à voir avec tout ce que t'as pu faire. Cependant, je les trouve tous intéressants à leur manière, il est rare qu'ils ne me fassent rien ressentir, et leurs lectures me permettent de mieux appréhender qui est Oshimi et de pouvoir profiter de ses séries les plus ambitieuses. Donc avec tout ça, est-ce que je vous recommande Dans l'intimité de Marie? Bien évidemment que oui, mais pas seulement.
Je vous recommande plus largement Shuzo Oshimi, un auteur qui a trop longtemps été trop méconnu par chez nous. Certains d'entre vous n'adhéreront pas du tout à ce qu'il fait, et franchement, je pourrais pas vous en vouloir. Mais les autres, vous risquez de découvrir un mangaka qui vous fera vivre des expériences de lecture sans pareil. Et c'est pour cela que j'aimerais vous dire de ne pas seulement lire ces mangas, mais également de les soutenir sur le marché. Pas seulement dans l'intimité de Marie, mais également Les Fleurs du Mal et Happiness qui va prochainement être édité. Pas qu'on m'ait payé pour vous dire ça, j'ai acheté moi-même tous mes tomes de ma poche. Mais parce que ce genre d'auteurs peinent souvent à se trouver leur place sur notre marché. Voilà donc pour ce nouveau Manga Sky, j'espère qu'il vous aura plu malgré son côté un peu poussé. J'en profite pour vous recommander une nouvelle fois cette vidéo traitant des Fleurs du Mal. J'insiste, allez la voir, ça vous donnera envie de découvrir ce manga si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je vais répéter la chanson habituelle. Tu peux aimer, commenter, t'abonner ou le plus important, partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux de type Facebook, Twitter ou MySpace préférés. Tu peux également me rejoindre sur les miens, bon, seulement Facebook ou Twitter. Et jusqu'à la prochaine pour le Manga Sky 30, je vous dis... Manga Sky 30 ? Ouais, Ça nous donne une occasion pour parler d'un truc connu ? je m'en doutais. T'as une idée précise ? Pas vraiment. Oh là là. Death Note ? Il y a déjà des centaines de vidéos qui parlent de Death Note sur YouTube, franchement, je vois pas l'intérêt. Shingeki no Kyojin ? C'est très bien, je peux reprocher un dessin pas top au début qui devient une qualité forte du manga, et des personnages pas très bien développés, mais une histoire qui permet d'oublier le problème. Pas de quoi tenir 15 minutes. One Piece ? Je sais toujours pas comment l'aborder. Hunter x Hunter ? Je l'ai même pas commencé. Bon, on n'a qu'à aller voir ce qui marche sur My Anime List. C'est vraiment ça ta référence? Ça aide au moins à avoir une idée. Ouais, pas faux. Du coup, c'est quoi le premier du top animé? Kimi no Nawa ? Un film? Oh, je sais pas. C'est pas pratique pour faire une vidéo. Enfin, je l'ai bien aimé, mais je vois pas ce que je peux dire de plus. On a quoi après? Full Metal Alchemist Brotherhood ? On en a déjà parlé. Après? Gintama ? Ouais, mais Gintama, c'est quand même assez garni. Enfin, il y a plein d'épisodes, le manga est super long. En plus, il est dans son arc final, donc si on veut en parler, autant attendre un petit peu. Ça va, je sais que tu l'as pas commencé. Merci. Les commentaires allaient déjà être pourris par ceux qui pensaient que j'avais commencé Hunter x Hunter. À cela, on va ajouter ceux qui pensaient que j'avais commencé Gintama. De toute façon, à quoi bon forcément parler d'un truc connu? Si c'est juste prendre un truc populaire et le taper dessus, c'est pas forcément intéressant. Je veux dire, ouais, ça fera des vues. Mais franchement, s'il n'y a pas un fond à la vidéo, ce sera aussi intéressant qu'une théorie sur Dragon Ball Super ou qu'un top des fruits du démon les plus puissants de One Piece. Le vide total. Eh, tu m'écoutes? Sinon, le 4ème, c'est Steins Gate. T'en penses quoi ? Wow, The Mad Scientist! Ok, on part là-dessus.